Attends, juste les flèches, je peux faire avec les... Comme ça, oui, c'est bien. Non, mais les flèches, ça me va, moi. Là, c'est bien. Tu continueras quand il n'est plus parlant, je sais pas faire ça. Mais on peut faire quoi en fait? Non, faut les flèches. Oui, je m'occupe des flèches. Ok. Bonjour à tous. Donc, merci d'être là ce matin. On a eu plaisir à échanger avec Madame Prigent, Fanny sur le sujet entre voilà, les réseaux, quelles sont les théories et puis qu'est-ce qu'on peut faire en pratique sur le terrain. Donc, nous, on va vous parler plutôt d'une position de terrain, sachant qu'on est sur Angers, qui est une ville de premier recours où on n'est pas donc dans la situation des maisons de santé en campagne où tout est structuré, où on a des intervenants variables autour de chaque patient et donc on est à ce niveau-là. Donc je vais vous présenter donc, le docteur Fortassin, donc, qui est chef de service du secteur avec lequel je suis en réseau, Monsieur Baïda, assistant social, et Mademoiselle Lenné, qui est aussi du secteur social. Il y a d'autres personnes avec qui on a travaillé là-dessus. Le docteur Dib, qui était psychiatre référente au départ, mais qui n'a pas pu être là. Des infirmiers référents, des curateurs, le directeur d'établissement, dont vous aurez un petit peu tous les messages. Donc nous sommes là à la fois pour représenter les équipes du Centre de santé mentale Angevin, et moi en tant que généraliste, attachée à la fac d'Angers en tant que maître de stage, et représentant de la Société médicale Balint au Collège de médecine générale. Donc on va vous parler de comment s'est mis en place finalement ce réseau informel autour d'un patient donné. Alors, c'était par un couple de patients, mais un patient qui était suivi par le secteur. Et finalement, pour voir pourquoi on a fait ça, pourquoi on s'est mobilisé, et qu'est-ce qu'il y a un peu d'unique dans cette situation pour qu'on ait pu faire ce travail. Et ensuite, on verra donc les étapes de la constitution de ce réseau et un petit peu d'analyse. La flèche. Donc, 1. Il manque la phase 1. Ah, mais il manque la phase 1. Eh bien, on va la faire oralement. Donc, le premier effet... Tes mains ? Oui, vas-y. Donc, en fait, c'est la rencontre d'un patient et le premier effet que ce patient fait à chacun. Donc, du côté du psychiatre, c'est un relais sans relais. Un relais sans relais, pourquoi ? Parce que c'est un patient qui arrive en consultation, qui est qui a mal partout, qui a une douleur thoracique extrêmement importante, qui fait qu'on peut penser qu'éventuellement il fait un infarctus. Et c'est un patient qui arrive sans qu'il y ait eu de transmission de la part du secteur dont il dépendait antérieurement. Donc, on va parler d'un relais sans relais et on va peut-être pouvoir dire que c'est une histoire de passage à l'acte. Après, à la suite de ça, on va se dire que ce patient, peut-être qu'en fait, on l'envoie aux urgences, on se rend compte qu'il n'a pas d'infarctus, c'est donc qu'il présente une somatisation dans un contexte d'abandon à la fois du patient et du médecin, puisque le médecin, dans ce contexte-là, il se sent un peu abandonné aussi. Voilà, donc ça, c'est le début de la rencontre avec ce patient. Rachid. Donc je me représente, Rachid Baïda, et je suis plutôt content d'être parmi vous aujourd'hui. Et voilà, donc concernant le premier effet qui me fait à moi, en fait, donc le patient, il s'appelle Tom. Enfin, on l'a appelé Tom, pardon. Il est venu, la première consultation sur le CMP, donc il est venu avec son grand frère. Grand frère qui lui-même était fragile, c'est une personne handicapée qui travaille, un travailleur, mais qui devait être un peu rappelé chez lui, puisqu'il avait des adolescents, dont un d'ailleurs qui était assez brillant. Il a eu un baccalauréat scientifique avec mention très bien. Et donc, par contre, il est quand même donc père chargé de famille, et il faut, son épouse lui a demandé de revenir. Enfin voilà, puisque Tom, c'est quelqu'un qui mange, enfin qui prend beaucoup d'énergie. En fait, le questionnement qui en arrive dans l'après-coup en termes d'analyse, c'est finalement qu'est-ce que la famille souhaite. On a l'impression que c'est le frère, en fait, le grand frère dépote le petit frère auprès du service social et demande qu'on s'en occupe. Alors, au niveau du médecin généraliste, la première rencontre, qui du coup a été plus tard, m'a fait l'effet, moi, d'une rencontre déléguée, puisqu'il a été amené, en fait, avec Alice, qui était sa compagne, et qui m'avait croisé lors d'une vacation de médecin généraliste à l'hôpital psy. Et le couple arrivait avec une demande de médecin traitant, ils étaient plutôt logohéréiques, et ils vivaient dans un espace de vie pour patients handicapés et déficitaires de la commune. Et donc, moi, d'emblée, j'ai dit, voilà, si vous voulez que je m'occupe d'eux, il faut que ça se fasse avec vos responsables de secteur, du lieu de vie. Donc, si vous souhaitez, on peut se rencontrer. Ils m'ont dit, ça tombe bien, il y a une synthèse, venez donc à la synthèse.
Et donc j'ai un souvenir, moi, de première consultation complètement éclatée, avec une cacophonie, une agitation psychomotrice, et l'anticipation que vous pouvez connaître aussi d'un suivi très difficile à contenir au cabinet, la secrétaire qu'en pouvait déjà plus. Donc voilà, un contexte difficile quand même pour chacun. Et c'est donc dans ce contexte qu'on s'est retrouvés. Alors après, je repasse la main à Odile pour le suivi avant la synthèse. Alors, un suivi en pointillé, ça veut dire quoi? C'est que c'est un patient en fait qui vient jamais au rendez-vous qui lui sont proposés et qui par contre arrive à nouveau, on va parler de passage à l'acte, systématiquement en hospitalisation non prévue, donc sans consentement. Et c'est quelqu'un qui est plutôt en position de se dire victime de et qui n'arrive pas à élaborer de demande précise. Alors, en fait, ça suscite quoi? Ça suscite un contre-transfert très négatif de la part des équipes, parce que c'est quelqu'un qui a toujours plein de choses à demander, qui est très adhésif. Il colle, et les équipes, c'est un peu difficile. On se dit, mais qu'est-ce qu'il veut? De quoi il a besoin? Ça nous montre, nous, qu'il y a une nécessité de prendre un petit peu de temps pour pouvoir instaurer une certaine confiance et peut-être faire évoluer la situation avec ce patient. Au niveau de la constitution du couple, le ressenti qu'on pouvait avoir, nous, équipe du secteur, c'est qu'on avait l'impression que Alice était envahissante et avait squatté, en fait, chez Tom, pardon. En fait, Tom, il est pris en charge dans une institution, en fait, qui héberge des personnes handicapées, qui souffrent de troubles psy. Et Alice est venue, en fait, dans son logement, mais de manière... c'est un passage à l'acte. Elle est, alors qu'il y a un règlement intérieur, qui est aussi vraiment bien incarné par le directeur de cet établissement, dont on parlera aussi un petit peu plus tard. Mais après, quand on va dérouler un peu l'histoire du couple, on se rend compte qu'ils se connaissaient déjà, notamment donc ils avaient été en scolarité ensemble donc au niveau de l'IME. Et voilà. Ce qu'on peut repérer aussi également, c'est que, comme il a été un petit peu décrit avant, Tom, comme c'est quelqu'un de collant, etc., on peut vraiment se poser la question du squattage, de sa dépendance affective. Mais en fait, l'équipe en fait est plutôt méfiante vis-à-vis de son amie. Entre autres, du côté du psychiatre, elle s'impose en fait au niveau des rendez-vous, c'est-à-dire qu'elle vient avec lui, et voilà, elle force la porte presque du cabinet. Et là, du coup, ma collègue Rimadib, le docteur Adib, a l'impression de se faire envahir elle-même par cette patiente. Voilà. Donc, ça renvoie aussi, en termes d'écho, à comment Pardon ? D'accord, excusez-moi. En fait, ça a suscité en fait aussi un autre écho, puisqu'on avait déjà une image un peu méfiante de cette patiente. Elle était décrite par nos autres collègues comme quelqu'un de très énergivore, qui s'agite beaucoup, qui est très dépendante, voilà. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le secteur est devenu protecteur vis-à-vis de Tom. Quand on pensait qu'il allait de plus en plus intrusé par Alice, il s'est opéré en fait un espèce de changement où on a notre regard sur lui en fait a changé. C'est-à-dire que Tom, il est devenu en fait, c'était le nôtre, il fallait qu'on le défende. Quelque chose de cet ordre-là. Et alors, on a commencé à être tous traversés par des ressentis, puisqu'en fait, quand on travaille en psychiatrie, les ressentis, mais je pense que je ne vous apprends rien, c'est quelque chose quand même d'assez qu'il faut qu'on écoute. Et on a commencé en fait à se dire que voilà, Alice c'était un coucou ou une menthe religieuse. On voulait vraiment, défendre Tom.
Donc la Donc, genèse du réseau, c'est un peu autour de tous ces éléments-là que s'est retrouvé dans une première réunion pluridisciplinaire tout le monde. Alors qui a initié cette synthèse? C'était le responsable du lieu d'hébergement, puisque l'appartement était dans un état d'incurie phénoménal. Cette jeune fille squattait, lui, il avait besoin d'une position officielle qui soit validée par également les curateurs et le système de soins. Donc chacun avait sa problématique. Pour les curateurs, c'était valider cette colocation. Pour l'équipe du secteur, il y avait une inquiétude pour Tom qui perdait du poids, Alice qui semblait le dévorer. Et pour le généraliste, rencontrer l'équipe et puis voir s'il y avait une validation ou pas de cette demande de médecin traitant. Donc chacun s'est agrégé autour de cette demande de légitimation d'un couple. Donc il y avait quelque chose d'un heureux hasard qui a fait qu'on s'est retrouvés autour de cette table, dans une synthèse totalement inédite. Autour d'une grande sable en U, il y avait les 2 patients, les 2 psychiatres référents, 2 équipes face à face, 2 infirmiers référents, 2 assistants sociaux, 2 curatrices, et au milieu, autour des patients, un directeur du lieu de vie, auxiliaire de vie et le médecin. On se retrouvait avec 13 à table autour d'eux. On était vraiment dans la symbolique de la scène, comme la reconstruction d'une grande réunion de famille. Donc voilà, les dynamiques de la rencontre. Donc on voit que c'est une réunion tendue avec 2 patients qui en fait sont en demande d'émancipation et en fait avec un projet d'enfant. Donc voilà, c'est la nouveauté. Et devant ça, des équipes de soins et éducatives complètement dubitatives sur leur propre capacité au niveau du couple à pouvoir assumer cette émancipation. Avec donc au niveau de l'assistance sociale qui renvoie au couple une réalité douloureuse, à savoir que avoir un enfant, c'est potentiellement courir le risque que celui-ci soit placé. Donc on voit bien que ça aboutit à un conflit entre un désir de parentalité d'un côté et d'autre part une réalité, enfin une perception de réalité qu'ils ont des limites qui risquent de mettre en échec ce désir de parentalité. On voit que cette synthèse, ça permet de faire exploser une crise et que ça permet en fait de passer d'une phase où il n'y avait pas grand-chose qui avait du sens à une autre réalité, à savoir se questionner sur quel devenir peut être celui du couple. Alors, pardon. C'est moi là. Non, c'est toi? Ah oui, vas-y. C'est alors qu'intervient en fait le directeur de l'établissement, où en fait il fait un pari. Non, attends, t'as oublié là. Il y a eu un déclic à ce moment-là, c'est que Tom, donc devant cette réalité qui lui avait été renvoyée du fait que s'ils avaient un enfant, il serait placé, il se met à pleurer. Et là, il y a eu un grand silence. Moi, je lui ai tendu la main, disant qu'est-ce qu'il y a, ça va pas, là, ça vous inquiète? Et il a répondu très calmement, je ne veux pas d'un bébé placé comme je l'ai été. Et c'était vraiment un premier moment d'authenticité, puisqu'il évoquait enfin sa souffrance. Et là, chacun est intervenu pour contenir cette souffrance. La psychiatre a passé un Kleenex que moi je lui ai transmis. Et on a ressenti quelque chose d'un moment de vérité après le déluge, où là le réseau a pris corps. On a senti qu'on lui faisait du bien. Et donc là, le pari risqué. D'accord. En fait, c'est là où intervient le directeur de l'établissement ou du lieu de vie, qui en fait se dit, enfin on convient d'ailleurs finalement assez bien tous les deux qu'il ne faut pas retenir quelqu'un qui a envie de partir, puisqu'en fait ils étaient là, le couple immature n'avaient de cesse de revendiquer leur liberté, voilà, enfin de s'agiter dans tous les sens, etc., refusant toutes les aides en fait qui étaient mises en place, puisque l'établissement où ils sont accueillis, il y a en fait tout un système de cocooning autour, donc avec des auxiliaires de vie qui font des accompagnements, qui gèrent les courses, etc. Là, le directeur dit ok, vous voulez arrêter toutes les aides, vous en avez marre nous on essaie de vous aider, vous pigez pas, on arrête tout, ok. Et on se revoit plus tard. Donc finalement, il y a eu une reconvocation du réseau, et c'est là, à ce moment-là, que le groupe accepte de se revoir à distance. La psychiatre a souligné à ce moment-là que c'était important que le généraliste soit là, et finalement, c'est comme ça que d'une unique présence, le généraliste a été convié à revenir dans ce groupe de réseau, et c'est là que le groupe s'inscrit dans le temps en réponse à cette demande d'autonomisation. Donc, après, on a eu une phase où on les a laissés aller. Donc là, ça a été le passage à l'acte. Alors, une grossesse inattendue
avec la patiente, alors qu'on s'était mis d'accord avec la curatrice pour qu'on lui pose un implant contraceptif, qui vient en consultation avec ses règles, avec un DINI, en disant c'est pas mes règles, ça saignait sur les fauteuils, enfin, c'était une horreur. Et du coup, ça mettait complètement en échec le début d'une contraception au moment important. Après, elle s'est retrouvée enceinte. On était entre fantasme et somatisation, parce qu'à la fois, elle était déjà projetée dans un accouchement, l'envie d'acheter des layettes, des petits coussins d'allaitement, alors qu'à côté de ça, elle avait des nausées très invalidantes, des douleurs abdominales qui montraient que son corps, il y avait quelque chose qui avait du mal à accepter cette grossesse, ce qui inquiétait beaucoup son conjoint. Ils avaient un projet de quitter le lieu de vie, d'aller chez sa sœur, mais qui ferait complètement rompre avec le suivi de soins. Un peu n'importe quoi. Jusqu'à une phase de violence dans le couple. Alors, elle venait accuser Tom d'aller draguer les filles. Lui s'était réalcoolisé. Jusqu'à une phase où il a été lui mettre un oreiller sur la tête parce qu'il y avait quelque chose d'insupportable pour lui. Et c'est là qu'ils ont été appelés chacun au secours pour se faire hospitaliser aux psychiatries, chacun dans leur secteur. Et à partir de ce moment-là, il y a une évolution très, très divergente, puisque Alice a pris conscience qu'ils étaient en train de reproduire le schéma de leurs parents. Elle a dit, mais moi, je ne veux pas d'un enfant... si c'est pour qu'on se batte. Et elle a travaillé avec sa psychiatre un projet d'IVG. Et on s'est retrouvé avec une patiente qui est restée hospitalisée pour travailler ce projet d'IVG et un Tom qui attendait qu'elle revienne. Donc, finalement, cette première tentative d'autonomisation se heurtait à la fragilité de chacun. Oui. Ouais, vas-y, mais tu fais vite. Non, reste là, tu dis juste ça. Merci. Non, mais... Alors... Ah oui, non, mais faut aller vite. Ouais. Donc du coup, là, il faut qu'on accélère. Là. Donc il y a eu un rattrapage, une deuxième synthèse où on s'est vu, où finalement Alice n'était pas là, elle était hospitalisée. Il y avait un décalage entre ceux qui savaient et Tom qui était lui à attendre quand est-ce qu'elle allait revenir. On a du coup convenu une médiation pour faire tiers quand elle allait sortir, pour éviter que ce soit très conflictuel. Le jour de la médiation, sur passage à l'acte, dès l'arrivée, on annonçait le chaos. Alors là, c'était n'importe quoi. Tom, il était parti avec une autre fille. Elle était censée être enceinte. Ils voulaient déménager à 50 km tous les trois, rompre tout ce qui avait été fait. On a convenu à ce moment-là qu'on n'allait pas faire de médiation, qu'on les verrait séparément. Alice, très posée, s'est mise à dire, mais non, mais moi, c'est bon, là, j'ai compris, c'est n'importe quoi. Je veux rester là. J'ai besoin de votre aide. Donc la squatteuse qui devient résidente, gain de maturité après l'épreuve de réalité de l'IVG. On a fait une triangulation très difficile autour de Tom, qui était en plein passage à l'acte, avec une attitude très provocatrice vis-à-vis des référents hommes. Contre-transfert des référents hommes, mais s'il veut partir, qu'il s'en aille. Le grand n'importe quoi. Complètement dans l'agir. On a tenté de tendre des perches désespérément. L'assistante sociale qui disait, mais attendez, là, si vous partez, vous allez finir SDF. Moi, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? On s'est posé, on a travaillé, on est tous avec vous. Vous voulez partir, être dans la fuite, vous allez repartir à zéro. On est parti sur une situation d'échec apparente qui mettait en évidence malgré tout qu'on était très très impliqués. Et c'est là qu'en boomerang, il est revenu après en disant, écoutez docteur, j'ai réfléchi, on a travaillé, j'ai demandé à Alice de me reprendre, je reviens. Et tout d'un coup, là, il y a eu une phase d'éveil, les soignants impliqués pour favoriser l'émergence d'une réflexion et enfin une alternative au passage à l'acte. Effet supplémentaire, je passe la main à Odile. Voilà. Donc, en fait, l'effet miroir de la table ronde, c'est quoi? C'est la préparation de ce congrès. Et la préparation de ce congrès, ça veut dire qu'il y a eu on a essayé de se rencontrer, des personnes qui ont travaillé autour de ce couple. Et le fait de se rencontrer, ça a permis de se rendre compte au niveau de l'équipe, de prendre conscience que finalement... générer un réseau de soins comme ça, ça va pas de soi. Enfin, et ce qui était intéressant, c'est de voir qu'il nous a semblé que ça avait un impact, que le fait de se rencontrer autour de cette situation avait un impact à la fois du côté du couple qui traversait ce qu'on vient d'évoquer et à la fois du côté des soignants eux-mêmes. Donc, où en fait, le patient repère que le fait de se rencontrer, en fait, a un effet de réassurance pour lui et un effet du coup d'amélioration et qui paraît bénéfique à chacun. C'est bon là. Voilà. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'ils nous croisent, ça a permis finalement la révélation d'un secret. Il y a une conjonction de temps. Le jour où il m'a vu au CMP, ce jour-là, il a avoué à la psychiatre qu'il avait subi un abus sexuel. Il est sorti de là, il a croisé l'assistante sociale en disant j'ai quelque chose à vous dire. Et elle, à la fin de la réunion, me dit écoute, il m'a dit quelque chose, il m'a dit qu'il te le dirait. Et donc tout ça fait que ça l'a aidé à se poser vers vraiment du sens et ce qu'il avait à nous dire. Et du coup, on a pu l'accompagner en ambulatoire, sans hospitalisation, sans décompensation. Voilà. Alors enfin, bon, voilà, avant de venir ici, moi j'ai rencontré l'équipe qui prenait en charge
Tom et Alice. Et en fait, visiblement, c'est une consultation qui est nécessairement différente. Pourquoi? Parce qu'on est, voilà, on se positionne chacun différemment. Donc, d'après les intervenants auprès des patients, ça a eu comme effet que moi, je scande un peu plus les choses. Le fait de scander, lui, il a un peu mis des mots autres sur sa propre histoire familiale. Et ça lui a permis de recadrer. Et lui, ce qu'il pouvait en dire, c'est jusque-là, c'était comme ça pour lui. Alors, et maintenant, c'était un peu plus droit. Donc, on se dit, voilà, c'est ça que ça peut avoir comme effet. Le deuxième effet, c'est qu'on partait d'une évaluation psychiatrique, c'était quelqu'un qui était déficitaire, et vers l'idée que c'était plutôt quelqu'un qui était dysharmonique, avec des compétences. Donc finalement, l'analyse du travail en réseau, on a réfléchi à la genèse et la dynamique de ce travail. On a eu un groupe convoqué en urgence dans une rencontre inédite liée à un heureux hasard de la vie, avec des patients débordants ingérables pour chacun, une convocation des acteurs dans un contexte de crise, un groupe qui accueille cette demande et le fait qu'on se reconvoque et nous inscrit dans le temps. Donc il y avait quelque chose d'une prise en charge créative en réponse à cette situation de crise. Donc pour les patients, ça a apporté un espace contenant qui les a aidés à cheminer, une position d'adolescent rebelle après le chaos vers une réalité de couple. Et le réseau lui a permis d'accepter quelques limites plutôt que de fuir et de contenir ce couple. Et Tom lui-même, qu'on a interrogé, a dit bah oui, ça m'a aidé le fait que vous voyez à avancer dans mes projets, stabiliser mes humeurs et à stabiliser notre couple. Pour les soignants, travailler ensemble pour se coordonner devant le chaos initial, c'était un changement en nous qui a bénéficié aussi aux patients. Pouvoir partager rend le suivi moins lourd pour chacun. Ça permet d'éviter d'être submergé et agi par ses émotions. Et même préparer le congrès à une fonction supplémentaire, avec cette mise à distance du patient qui était dans ce cas indispensable finalement pour élaborer et rechercher du sens. Puisqu'au départ, il était tellement envahissant avec ses angoisses que ça sidérait toute capacité d'élaboration de tous les médecins et les thérapeutes. Donc il y a vraiment une fonction contenante pour redevenir thérapeutique. Et finalement, cette quête de sens dans la relation a remplacé l'agir. Ce travail a permis de donner du sens au transfert négatif, notamment quand il était là après cette réunion de synthèse. Oh, ben le directeur et M. Baïda, ils sont méchants avec moi. Moi, je pouvais transmettre, mais non, moi, je les sens pas malveillants. Et on a pu se poser. À un moment donné, je pouvais lui dire, mais c'est quand même étonnant que vous soyez à ce point-là agressif avec les référents hommes. Et du coup, on sortait de l'agir et du contre-transfert, et ça a pris du sens une fois qu'on a révélé qu'il avait une agression avec le parrain de sa sœur. C'était pas un hasard qu'il soit dans ses représentations. Après ce secret, ça a été beaucoup plus facile d'élaborer avec le patient, moins en colère depuis qu'il avait identifié son agresseur. Une occasion de sortir de la fusion en disant « Quand a dit votre mère, elle a dit que je fabulais. Le sésame, c'est ma maison. » Donc finalement, c'est une occasion de formuler une représentation de famille thérapeutique. Je le fais vite fait? Ou tu veux reprendre, Rachid, ou je le fais vite fait? Vas-y. Donc finalement, on était dans le réseau d'étayage, contenant, remplaçant une famille dissolue entre le directeur, le psychiatre, le médecin généraliste, l'assistante sociale, les curatrices, en co-construction projetée d'une famille élargie, mais qui nous aidait aussi nous, et pas que le patient. Étayage pour l'aider à se reconstruire plutôt que de rejouer une histoire dissolue. Odile, tu... Oui, enfin bon, c'est la suite, hein, c'est la complémentarité dans les fonctions thérapeutiques, avec d'un côté, voilà, ça saute aux yeux, hein, des moments où on est plutôt dans une position maternante, puisque donc on rassemble des temps de contenance, puis des moments de rappel à la loi qui sont plutôt du côté paternel, quoi. Enfin, voilà. Donc, on se dit que ça a peut-être été l'occasion d'une espèce de construction imaginaire d'une nouvelle famille, voilà, peut-être un peu moins défaillante, on espère, que sa famille biologique, avec, voilà, avec un grand absent quand même dans toute cette histoire, en l'occurrence pour lui, le père. Donc, intérêt de faire des synthèses, ce n'est qu'un début.